L'éther d'Albert Einstein, deuxième partie. La relativité générale, les ondes gravitationnelles, la reconnaissance par Einstein d'un éther, support des ondes de l'univers. Nous utilisons la relativité générale pour justifier notre hypothèse. Rappelons juste que la gravitation est due à la densité de matière-énergie de l'espace et qu'elle déforme l'espace, ce qui force les objets en chute libre d'en suivre les géodésiques, c'est-à-dire le chemin de moindre action. Albert Einstein rétablit l'éther. L'équation de la relativité générale prédit des ondes gravitationnelles. Einstein reconnaît le besoin de disposer d'un support. Lorentz lui présente son nouvel éther. Einstein l'adopte à la condition qu'il ne soit pas immobile, ce qui serait contraire au principe de relativité. Le nouvel éther ne peut être rigide ni au repos. Très bien, c'est le premier pas que nous avons fait vers la solution. La conférence de Leyde. À son discours d'investiture à l'université de Leyde le 17 octobre 1920, Einstein explique que la relativité ne s'oppose pas à l'éther, mais empêche de lui attribuer un état de mouvement. L'éther relativiste est déterminé par son interaction locale avec la matière. L'interaction locale avec la matière, c'est encore mieux, c'est pour nous le deuxième pas vers la solution. Albert confirme et signe. Selon la théorie de la relativité générale, l'espace est pourvu de propriétés physiques. Un espace sans éther est impensable. Il n'y aurait pas de propagation de la lumière, donc pas d'existence pour un espace et un temps standard. Voilà qui est dit. L'énergie du vide, l'effet Casimir et l'effet Unruh. L'existence des particules virtuelles, de l'énergie du vide et les effets Casimir et Unruh prouve que le vide n'est pas vide au sens vide de tout. Nouvelle hypothèse. Les astronomes parlent de matière noire dans les galaxies. Ils parlent aussi d'énergie négative pour expliquer l'expansion de l'univers. Il y a encore beaucoup de choses à découvrir. Le 17 octobre 1920, Albert Einstein déclarait « Le principe de relativité restreinte n'implique pas de nier l'existence de l'éther. Supposons qu'Albert Einstein ait raison, qu'un support des ondes électromagnétiques et gravitationnelles existe. Si l'éther ne peut être immobile, qu'est-ce qui peut bien le faire bouger? La réponse est la gravitation. L'éther, matière ou énergie, est soumis aux lois de la relativité générale. À proximité des corps massifs, il est attiré par eux et les suit sur leur géodésique. À proximité de la Terre, l'éther est donc immobile dans le référentiel de la Terre. De même pour tous les corps célestes, planètes, étoiles, galaxies. Quel que soit l'éther, qu'il s'agisse d'une forme de matière ou d'énergie, ou les deux, il suit la courbure de l'espace provoquée par les grandes masses environnantes. La relativité générale est la solution. Notre hypothèse, c'est que l'éther est en orbite autour du Soleil avec les planètes et donc accompagne chaque planète. Mais il est aussi en orbite avec le Soleil autour du centre de notre galaxie et il l'accompagne à la vitesse de 220 km par seconde. Enfin, l'éther est également lié aux galaxies. La nôtre se dirige vers le superamas de Chapelet à environ 630 km par seconde et l'éther l'accompagne. Tout est en mouvement. Les expériences possibles. Nous reprenons la démarche d'Albert Einstein. Un référentiel grand K dit stationnaire et un référentiel petit k en mouvement à la vitesse v. Les points A et B de petit k seront représentés par des satellites en mouvement. Si l'éther est immobile par rapport à la Terre, alors la vitesse des satellites va s'ajouter à la vitesse de la lumière. C'est ce que nous allons chercher à détecter. Soyons précis. Einstein nous dit que, vu du référentiel grand K, ici la Terre, on observe l'additivité de la vitesse de la lumière avec la vitesse des satellites. Mais que dans le référentiel des satellites, la vitesse de la lumière
est la même que celle vue par la Terre et qu'elle ne s'ajoute pas à petit v. Pour le vérifier, nous ferons les mesures dans le référentiel petit k. Deux satellites, c'est la configuration que nous venons de décrire. Si notre hypothèse est exacte, dans le référentiel des satellites, on doit détecter un écart de temps entre le temps que met un signal pour aller de A à B et le temps de son retour de B à A. Des émetteurs-récepteurs de type GPS, capables de dater les émissions avec l'heure d'envoi et les réceptions avec l'heure d'arrivée, seront utilisés. Leur précision devrait être suffisante. Sonde sur la même orbite que la Terre se déplaçant en sens inverse. Si la Terre est également satellisée autour de la Terre, les satellites ne détecteront rien. En orbite autour du Soleil, l'écart de vitesse à détecter n'est plus de 9 km par seconde mais de 60, et les distances peuvent atteindre 1 million de kilomètres. L'énergie nécessaire à mettre en œuvre, par contre, pose problème. L'ISS. Utiliser la Station spatiale internationale et échanger des signaux entre l'ISS et une station au sol. L'optimum se situe vers 45 degrés de latitude nord ou sud lorsqu'il est midi au soleil. Nous avons gardé le plus simple pour la fin. Il consiste à échanger des signaux entre l'ISS et la navette qui amène ou emmène des astronautes à son bord. Il faut juste calculer le meilleur moment, celui où la navette est proche de l'orbite de l'ISS à une distance d'environ 1000 km, située vers 45 degrés de latitude et vers midi au soleil. Nous aurions aimé que Thomas Pesquet, qui doit rejoindre l'ISS en 2021, fasse cette expérience. Merci pour votre attention.